On va se lancer. Merci d'être venu à la discussion d'aujourd'hui. Donc, un petit tour d'horizon de comment on va fonctionner. C'est vraiment l'objectif, c'est qu'on échange autour de l'arrêt Wired contre Gabriel. Et évidemment, comment on fonctionne, c'est que moi, je vais lancer la discussion avec une analyse, une présentation de l'arrêt, puis quelques commentaires généraux sur ce qui m'apparaît être les points les plus importants de cette décision-là de la Cour d'appel, décision rendue de manière partagée. Là. Super. J'espère que ça ne sera pas trop fréquent. Alors, l'arrêt Wired contre Gabriel, c'est une décision qui a été rendue justement par la Cour d'appel suite à un litige qui opposait la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, qui agissait au nom de Jérémy Gabriel, contre Mike Ward. Donc, évidemment, vous avez lu l'arrêt, on en a beaucoup parlé, mais ça concernait des blagues... on va ouvrir les guillemets, là, dépendamment du point de vue qu'on peut avoir sur les propos qui ont été tenus par Mike Ward, qui concernaient le handicap de Jérémy Gabriel. Alors, sur les faits, les blagues, ils ont été faites dans le contexte, bien sûr, d'un spectacle d'humour, le spectacle Les Intouchables de Mike Ward, mais il y a également des propos qui ont été reprochés à Ward qui concernaient Jérémy Gabriel, qui ont été diffusés sur des capsules vidéo. Alors, ce n'est pas que le spectacle, en fait, qui lui a été tenu plus d'une centaine de fois, mais également des capsules vidéo qui concernaient, 3 capsules vidéo, je pense, et qui concernaient directement le jeune Jérémy Gabriel, qui était mineur à l'époque. Voilà. Donc, Jérémy Gabriel va saisir la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse d'une plainte en discrimination. Donc ça, c'est très important. Hein? C'est un litige qui est fondé sur une violation alléguée de l'article 10 de la Charte québécoise. Et donc, la grande question, et ça va vraiment être un des nerfs de la guerre là, de cette décision-là, c'est est-ce que la Commission des droits de la personne et le Tribunal des droits de la personne est compétent pour trancher des cas de, et là, on va réouvrir les guillemets, diffamation discriminatoire. Parce que ce sont des propos qui ont été tenus uniquement. Évidemment, il n'existait pas de rapport de domination entre Mike Ward et Jérémy Gabriel. Ward n'était pas l'employeur de Jérémy Gabriel d'aucune manière. Donc, il n'y avait pas un rapport de déséquilibre institutionnel qui était en cause. C'est vraiment uniquement des propos qui concernaient le handicap, donc qui est protégé par un motif, justement, qui est enchâssé dans l'article 10 de la Charte québécoise. Alors ça, c'est le cœur du litige. La Commission des droits de la personne va juger la plainte fondée et elle va entamer des pourparlers avec Mike Ward pour trouver une manière de régler la situation. Ça n'aboutira pas, ça va se ramasser devant le Tribunal des droits de la personne et à terme, le Tribunal des droits de la personne va trancher en faveur de Jérémy Gabriel, donc de la Commission des droits de la personne, et va reconnaître Mike Ward coupable d'avoir porté atteinte au droit à l'égalité de Jérémy Gabriel dans l'exercice de son droit à la dignité de la personne, et va condamner Ward à payer des dommages à Jérémy Gabriel et à sa mère, en fait, à des membres de sa famille. Ça va être porté en appel. Essentiellement, les motifs qui vont être soulevés vont avoir trait à la liberté d'expression. Donc là, je ne m'attarde pas, on pourrait y revenir là, dans le cadre de la discussion, je ne m'attarde pas sur les motifs de la décision du Tribunal des droits de la personne. Mais donc, les raisons pour lesquelles on conteste de la part de Mike Ward la décision, c'est essentiellement fondé sur des arguments qui reposent sur la liberté d'expression et sur, bien sûr, la liberté d'expression artistique. On reproche donc au Tribunal des droits de la personne de ne pas avoir tenu suffisamment compte du contexte dans le cadre duquel les propos avaient été tenus et du fait que pour Mike Ward, il ne visait pas... le choix de Jérémy Gabriel s'expliquait par le fait qu'il était d'abord une personnalité publique et non pas parce qu'il était d'abord handicapé. Alors ça, c'est fondamental et c'est un peu le contexte, en fait. La décision de la Cour d'appel, moi, je vous avoue que d'un point de vue bien personnel, je l'attendais de manière assez impatiente parce que pour moi, il y avait plusieurs questions qui, considérant le fait que ça a été un jugement partagé, ne sont toujours pas résolues. C'est-à-dire que moi, j'ai une lecture assez critique de la décision rendue par la juge dissidente, là, la juge Savard, tout comme de la décision qui a été rendue par les juges majoritaires. Et c'est un peu autour de ça dont j'aimerais qu'on discute aujourd'hui. Mais évidemment, s'il y a d'autres points que moi, j'aborde pas puis qui vous ça paraissent importants, évidemment, n'hésitez pas à le soulever. Donc, il y a 3 éléments importants là, dans la décision. La majorité va, pour résumer, là, la majorité va donner raison au Tribunal des droits de la personne, sauf pour les dommages qui avaient été octroyés à l'entourage de Jérémy Gabriel. Donc, on va infirmer cette portion-là de la décision du Tribunal des droits de la personne. Mais pour la dissidence, on aurait carrément infirmé au complet la décision du Tribunal des droits de la personne. On aurait jugé qu'il n'y avait pas d'atteinte aux droits fondamentaux de Jérémy Gabriel dans le contexte du litige qui l'opposait à Mike Ward.
OK? Alors, c'est là où on va se distinguer. Maintenant, les 3 lignes de faille là, de cette décision-là, et donc, ça va être le plan qui va structurer ma présentation initiale. D'une part, c'est la fameuse question de la compétence de la Commission des droits de la personne et du Tribunal des droits de la personne pour des litiges qui touchent des questions de, et là je réouvre les guillemets, diffamation discriminatoire. Hein? Est-il possible de discriminer une personne uniquement en tenant des propos à son égard? Donc ça, c'est le premier élément qui est fondamental. Et les juges vont s'opposer là-dessus. Deuxième élément, c'est l'interprétation qu'on fait de la liberté d'expression et en particulier de la liberté d'expression artistique. Est-ce que la liberté d'expression artistique, dans l'état actuel de la jurisprudence en droits et libertés de la personne, elle jouit d'un statut particulier ou au contraire, elle ne jouit d'aucun statut particulier? Ça aussi, c'est une question qui m'apparaît importante et qui concerne l'arrêt White contre Gabriel. Et le dernier élément, ça découle là, au caractère assez bancal là, de la structure de la Charte québécoise là-dessus, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de la disposition justificative générale qui ne s'applique qu'aux articles 1 à 9 de la Charte québécoise, hein, je veux dire le pendant de l'article 1er de la Charte canadienne, l'article 9.1, et de la possibilité de l'utiliser, de l'invoquer dans un litige qui concerne essentiellement une violation du droit à l'égalité. Parce que de prime abord, depuis l'arrêt Ford, et en raison de la structure particulière de la Charte québécoise, on a reconnu que 9.1 n'avait vocation à s'appliquer que pour les litiges qui concernent une violation aux articles 1 à 9. Alors, il y a la majorité, en fait, des droits fondamentaux protégés par la Charte québécoise, en principe, est exclue de l'application de la disposition justificative générale, en fait. Et là, il y a toute une interprétation qui et même un courant jurisprudentiel qui a été développé suite à l'arrêt Ford pour essayer de différentes manières de contourner cette restriction-là qui est propre à la structure de la Charte québécoise. Et il me semble que là, White contre Gabriel, si tant est que c'est rendu, ça sera en Cour suprême, là, ça serait une belle occasion de clarifier une fois pour toutes là, la portée ou pas restrictive de cette disposition-là. Voilà, là, j'allais vous demander si ça allait, mais je veux dire, c'est assez peu pertinent parce que je n'ai pas de plan B, alors on va y aller comme ça, de manière bien autoritaire. En commençant par la question propre à la Commission des droits de la personne et le Tribunal des droits de la personne. Ils sont essentiellement, pour tout ce qui est justiciable, là, compétents en matière de violation du droit à l'égalité. Donc, les dispositions pertinentes là, qui découlent, qui définissent la compétence de la Commission puis du tribunal, c'est les articles 71 et 111 de la Charte québécoise des droits et libertés. Puis, essentiellement, ça précise que sauf des cas en lien avec la promotion pour la Commission là, des droits de la personne, là, qui est responsable de promouvoir les droits et libertés de manière générale de la Charte québécoise. Pour ce qui est de prendre fait et cause pour un justiciable, c'est vraiment pour les cas de discrimination où ils sont compétents. Même chose pour le Tribunal des droits de la personne. Alors là, la grande question, c'est quoi? C'est de savoir si, dans un litige comme celui qui oppose Ward contre Gabriel, bien, est-ce que c'est un litige en diffamation ou, au contraire, est-ce que c'est un litige en discrimination? Alors là, les juges vont s'opposer là-dessus de deux manières. Il me semble là-dessus que la juge Savard, elle a une manière très, très élégante de poser les choses là, dans les premiers paragraphes de la décision. Je vous réfère aux paragraphes 6 et 7. Là. Elle va vraiment nous expliquer quel est le cœur de la décision, en fait. Alors, je me permets de le lire. Je ne ferai pas ça trop souvent, mais là, ça, je le lis. Contrairement à la coutume, il y a lieu de préciser dès le départ sur quoi ne porte pas le présent pourvoi. Il ne s'agit pas de déterminer si les propos tenus par l'appelant qu'il veut provoquant, insolent et dérangeant sont moralement condamnables ou même injurieux. Il ne s'agit pas non plus de déterminer si, en fonction de mes valeurs personnelles, j'estime que ceux-ci méritent même d'être prononcés ou doivent être dénoncés. Comme la Cour l'a déjà écrit, il ne revient pas aux tribunaux d'agir à titre d'arbitre en matière de courtoisie, de politesse et de bon goût. Ensuite, elle enchaîne au paragraphe 7 en disant « La question soulevée par l'appel est d'une toute autre nature. Elle concerne le cadre d'analyse que doit adopter le tribunal des droits de la personne lorsqu'appelé à se prononcer sur une plainte de discrimination découlant de propos et rien d'autre, reposant sur un motif interdit sur l'article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne. » Bonjour, Mme Jolicoeur. Installez-vous, ça va bien? Sans problème. De trouver le local 5317, c'est assez pénible. Oui. Oui, c'est le local surprise. Donc là, il faut garder en tête que le mécanisme est très particulier. Hein, il faut différencier une plainte fondée sur une violation de l'article 10 de la Charte québécoise avec celui de l'article 15 de la Charte québécoise.
L'article 15.1 de la Charte canadienne. 15.1 de la Charte canadienne, c'est une disposition qui fonctionne de manière autonome, en fait. On n'a pas besoin d'invoquer un autre droit fondamental pour être capable de déposer une poursuite fondée sur une violation alléguée à l'article 15.1. L'article 10, en raison de son libellé, et dès les premiers arrêts qui l'ont interprété, on s'est tourné vers une approche qui n'est pas autonome, c'est-à-dire qu'on a besoin d'un droit, on va l'appeler le droit clé, pour ouvrir la serrure du recours en discrimination. Alors, ce droit clé-là, on ne peut invoquer une violation de l'article 10 que dans le cadre, que dans l'exercice d'un autre droit fondamental. Alors, c'est une procédure qui est essentiellement technique, en fait, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous démontrez que la violation de droit à l'égalité que vous tentez de contester, elle est survenue dans l'exercice d'un autre droit fondamental, bien, on vient de respecter cette exigence clé et serrure. Mais évidemment, dans plusieurs situations, il va y avoir ce qu'on appelle une violation concomitante du droit que vous allez invoquer pour avoir accès à votre recours en discrimination. Vous me suivez? Alors, dans le cas de Ward contre Gabriel, c'est ça qui va se produire. C'est-à-dire que selon le juge de première instance et les juges majoritaires, il y a à la fois une violation au droit à l'égalité, mais également une violation au droit à la dignité qui est protégée par l'article 4 de la Charte québécoise. D'accord? Or, la grande question sur l'article 4 et les recours en diffamation, c'est que même si un recours en diffamation repose sur les droits qu'on retrouve à l'article 4 de la Charte québécoise, mais dans l'état actuel du droit québécois, un recours en diffamation, ce n'est pas un recours de charte. Un recours en diffamation, c'est un recours en responsabilité civile. Alors, dans un litige comme celui, et les juges majoritaires le reconnaissent par ailleurs très clairement, comme celui qui oppose Ward contre Gabriel, on serait dans une situation où il y aurait deux voies de recours possibles. Soit Jérémy Gabriel saisit le tribunal de droit commun d'un recours en diffamation fondé sur l'article 1457 du Code civil du Québec, soit s'il veut se prévaloir du mécanisme de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, qui peut prendre fait et cause pour lui, et donc ça devient très, très aidant. Dans un contexte... En plus, ça coûte moins cher, on est d'accord. Et donc, on se sent appuyé aussi, c'est la raison d'être du mécanisme de la Commission. Dans un contexte où la diffamation est, entre guillemets, là, coloré par un motif protégé par le droit à l'égalité, bien, on pourrait le faire aussi dans l'état actuel de la jurisprudence. Dans l'état actuel de la jurisprudence, là, la diffamation discriminatoire, la Commission des droits de la personne et le Tribunal des droits de la personne s'estiment actuellement compétents pour trancher des cas comme ceux-là. Une entrée fracassante, collègue, magnifique, oui. Désolé. Sans problème. Alors voilà, donc là où il y a une opposition entre les deux, c'est que pour la juge Savard, le litige qui oppose Ward contre Gabriel est essentiellement un recours en diffamation. Alors que pour les juges de la majorité, c'est un recours en discrimination, et donc on va parler de diffamation discriminatoire qui relève de la compétence initiale de la Commission des droits de la personne et du Tribunal des droits de la personne. Alors, là où c'est, à mon sens, problématique, puis on pourra y revenir, c'est que dans les motifs des juges majoritaires, on semble faire de quelque chose qui peut survenir, c'est-à-dire une violation concomitante du droit qui est invoqué pour ouvrir le litige en discrimination, une condition d'ouverture du litige en discrimination. Alors, on aurait besoin de faire la preuve de la violation concomitante pour pouvoir faire la preuve d'une violation à l'article 10. Ça, c'est ce qui me semble ressortir du jugement majoritaire. Or, il me semble que c'est une erreur en droit. L'arrêt Bombardier l'a très, très clairement spécifié, la Cour suprême, en disant la violation concomitante, là, elle survient fréquemment, mais elle n'est pas nécessaire à la preuve d'une violation au droit à l'égalité. Ce qu'il importe de faire, c'est de faire une preuve fondée sur la grille d'analyse qui permet de démontrer l'existence d'une discrimination, en fait. Donc, distinction préjudiciable fondée sur un motif protégé. Puis ensuite, bien, on passera à la justification. Mais le fardeau de preuve pour faire démontrer une violation à l'article 10, là, c'est essentiellement de faire la preuve d'une distinction préjudiciable fondée sur un motif protégé. Alors, on se distingue un peu de la jurisprudence propre à l'article 15.1 de la Charte canadienne, sauf exception, on n'entrera pas là-dedans. Pour la juge Savard,
et elle va se tourner notamment elle va critiquer bien sûr la décision du juge de première instance, la décision du tribunal des droits de la personne, mais elle va également envoyer des messages aux juges majoritaires avec lesquels elle n'est pas en accord, en disant, écoutez, on se trouve à avoir un raisonnement circulaire ici, c'est-à-dire que on va alléguer le fait que le propos est discriminatoire parce qu'il y a une atteinte au droit à la dignité et qu'il ne se justifie pas parce qu'il est discriminatoire. Donc, ça finit par être quelque chose où, essentiellement, il n'y a pas de possibilité de justification d'un propos de discrimination où nécessairement il va y avoir octroi de dommages en bout de course. Là. Je paraphrase évidemment le point de vue de la juge Savard, mais c'est essentiellement la ligne de faille entre les deux. Pour la juge Savard, ici, le tribunal des droits de la personne n'était pas compétent puisque l'analyse porte essentiellement en bout de piste sur la violation au droit à la dignité humaine dont aurait été victime Jérémy Gabriel, alors qu'ils ne sont compétents qu'en matière de discrimination. Ça va pour tout le monde? Question là-dessus? Très bien. Alors, on enchaîne sur le deuxième point de faille, la question de la liberté d'expression et surtout ce qui fait la couleur particulière de l'arrêt Ward contre Gabriel, c'est-à-dire le fait que les propos ont été tenus dans le contexte d'un spectacle d'humour. Hein, on peut pas ce n'est pas que le fameux moyen de défense là, qu'on essaie toujours de mettre de l'avant quand on est un peu de mauvaise foi en matière de diffamation, en disant, voyons donc, c'était juste une joke, tu l'as pas compris, tu n'as pas d'humour, etc., alors qu'on vient d'insulter et de traîner la personne dans la boue. Ici, le contexte particulier, c'était un spectacle d'humour sur scène, une capsule vidéo qui est mise en ligne dans le contexte de sa vie professionnelle par un humoriste. Et cet humoriste-là, il donne dans ce qu'on appelle l'humour trash, l'humour noir. Et donc, ça fait partie de sa couleur, en fait, d'humour. On peut, évidemment, ne pas priser les blagues qui sont faites par Mike Ward, ne pas aimer ce type d'humour-là. Mais donc, la question, c'est quand même, est-ce que et surtout, comment est-ce qu'on peut en tenir compte? Le contexte particulier dans le cadre duquel on a tenu ces propos-là, est-ce que ça doit entrer en ligne de compte pour un litige de type diffamation discriminatoire? Là-dessus encore, la juge Savard et les juges majoritaires vont s'opposer au sens où, et là, il y a un paragraphe, moi, qui m'a fait littéralement dresser les cheveux sur la tête des juges majoritaires, où ils vont jusqu'à dire que les artistes, en fait, la liberté d'expression... As-tu lequel? Oui, je vais le chercher. Tant qu'à dire que ça me dresse les cheveux sur la tête, là. Où es-tu? Passage. Non, mais c'est important, je l'ai souligné avec joie. Voilà, paragraphe 198. L'humour est une forme d'expression artistique visée par la liberté d'expression. Il s'agit même parfois d'une façon efficace de véhiculer des messages. Mais les humoristes, tout comme les artistes, ne bénéficient pas d'un statut particulier en matière de liberté d'expression. Les tribunaux ont déjà souligné que le droit à la caricature connaît des limites, dont le droit à la dignité et l'honneur des personnes qui en font l'objet. Et là, ce qui est au cœur là, de l'arrêt Ward contre Gabriel et qui a déjà confirmé la compétence du Tribunal des droits de la personne et de la Commission des droits de la personne pour des litiges où la violation au droit à l'égalité vient de propos qui sont tenus à l'égard de personnes, c'est le fameux arrêt Calego de la Cour d'appel. Mais Calego survenait dans un contexte qui était très, très différent, à mon sens, de Ward contre Gabriel, parce que c'était des propos tenus par un employeur par rapport à un groupe d'employés et où on distinguait carrément là, les deux groupes d'employés en cause sur la base de l'origine nationale, l'origine ethnique, c'est-à-dire qu'on avait tenu des propos qui laissaient entendre que les responsables de la malpropreté des toilettes et de la cuisine, il me semble, étaient les employés d'origine chinoise, en fait, dans un contexte où on les avait vraiment pris à part, les employés d'origine chinoise. Alors, on est dans un contexte où il y a un rapport de domination de celui qui tient les propos sur ceux qui ont un rapport de subordination, c'est-à-dire les employés. Ward contre Gabriel, une des raisons pour lesquelles j'attendais avec impatience cet arrêt-là, c'est qu'on est dans une situation tout autre, où là, on a deux particuliers qui n'ont pas de rapport de domination entre eux. Bon, évidemment, il y a un rapport de domination parce que Mike Ward, dans l'espace public, va avoir une puissance et une capacité de diffusion des propos beaucoup plus grande que celle dont jouissait Jérémy Gabriel. Mais on n'était pas dans un rapport de domination institutionnelle. Et donc, dans un contexte comme celui-là, où en plus c'est tenu dans le cadre d'un spectacle d'humour, et donc ça nous amène à parler de toutes les questions liées aux caricatures et au droit des caricaturistes de s'en prendre et d'exagérer des détails de personnalité publique, moi, un propos, une affirmation comme celle-là ne m'apparaît non seulement pas fondée en droit,
mais même contraire à l'arrêt vice-versa, en fait, ou l'arrêt vice-versa sur lesquels les juges se fondent pour être capables de dire qu'il n'y a pas de statut particulier à la liberté d'expression artistique. C'est quelque chose qui devait être contextualisé par rapport au litige en particulier. Alors que quand on a une lecture de la fameuse hiérarchie des activités artistiques qui sont protégées par la liberté d'expression, déterminées en fonction du cœur de la liberté d'expression, les valeurs qui constituent le cœur de la liberté d'expression, bien, de dire que les artistes ne se livrent pas et ne fournissent pas des activités expressives qui touchent aux valeurs au cœur de la liberté d'expression, ça m'apparaît être très éloigné de la tendance jurisprudentielle lourde en matière de protection de la liberté d'expression. Bon. On pourra y revenir dans la discussion, là, mais je fais abstraction là, des disparités qui existent entre la majorité et la dissidence sur le moment où il conviendrait de tenir compte de l'argument fondé sur la liberté d'expression dans un litige qui est rendu sous l'angle du droit à l'égalité. Mais moi, vraiment, c'est l'affirmation, alors que la juge Savard va dans le sens opposé. Elle va dans un sens qui me semble plus conforme avec la jurisprudence en lien avec la protection de la liberté d'expression, en disant, règle générale, l'objectif de la liberté d'expression, c'est de protéger le discours minoritaire, le discours dissident, le discours qui choque, le discours même dégradant, en fait, et il va faire une lecture qui est rattachée avec les principes généraux qui avaient été établis par la Cour suprême dans l'arrêt Watcott, où la Cour suprême, vous vous en rappelez, est venue confirmer le caractère raisonnable d'une interdiction de la propagande haineuse. Alors ça, c'est le deuxième élément là, qui est important. Et moi, ce qui me semble critiquable et même dangereux, là, c'est une affirmation aussi générale que celle qui a été formulée par les juges majoritaires au paragraphe 190. Le dernier élément, c'est le fameux arrêt de la portée de l'article 9.1. Alors, on revient sur l'arrêt Devine. Je disais, là, le principe général, la règle générale, depuis l'arrêt Ford rendu en 1988, c'est que l'article 9.1 ne s'applique pas à des litiges en discrimination. OK? Et donc, s'il ne s'applique pas à des litiges en discrimination, bien, c'est d'autant plus important dans des litiges où la Commission des droits de la personne et le Tribunal des droits de la personne sont en cause, puisqu'ils ne sont compétents qu'en matière de discrimination. Alors, dans quelle mesure est-il possible d'invoquer l'article 9.1 pour essayer de justifier une atteinte à un droit fondamental? Ça pose une question qui est très importante et, à mon sens, qui aurait avantage à être réglée soit par le législateur, soit par la Cour suprême une fois pour toutes. Parce que, je le disais, là, quand on regarde la jurisprudence rendue, notamment en matière d'accommodement raisonnable, l'article 10, on se ramasse toujours devant des décisions où on va quand même se livrer à l'exercice de pondération des droits des uns et des autres, en fait. Même si, donc, il n'y a pas de fondement normatif qui permet aux tribunaux de justifier ou d'examiner les arguments qui pourraient justifier une atteinte aux droits fondamentaux. Alors, il y a différentes manières de procéder, notamment de se fonder sur le préambule de la Charte québécoise pour dire, écoutez, la justification, c'est quelque chose qui est propre au raisonnement lié à la mise en œuvre des textes sur les droits fondamentaux depuis 86, depuis l'arrêt Oaks. Alors, on va contourner cette espèce d'exigence formelle qui ne tient pas véritablement la route, et on va quand même se livrer à l'exercice de pondération. Donc, l'arrêt Devine avait mis en place là, une exception possible au fait qu'on ne puisse pas évoquer l'article 9.1 de la Charte québécoise dans le cadre d'un litige en discrimination. Et cette exception-là, ce serait dans les circonstances où la preuve de violation au droit à l'égalité implique justement cette fameuse violation concomitante au droit invoqué à l'appui de la plainte en discrimination. Dans des cas comme ceux-là, la Cour suprême avait ouvert la porte à ce qu'on puisse tenter de voir si cette atteinte concomitante au deuxième droit peut se justifier en vertu de 9.1. Mais là où c'est très intéressant de lire, et à mon sens, la Cour suprême aurait tout avantage à se saisir de cette question-là pour la régler une fois pour toutes, cette question-là du flou quant à la portée de 9.1, c'est que pour la juge dissidente et les deux juges majoritaires, là, on semble s'entendre sur le fait qu'il y a un problème dans un litige qui implique la Commission des droits de la personne et le Tribunal des droits de la personne, avec la portée limitée de 9.1, et on tente d'offrir des solutions, en fait, pour être capable de le faire intervenir dans le litige. On ne s'entend pas sur la bonne manière de procéder, mais on s'entend sur l'importance qu'on a et l'intérêt qu'on a à essayer de contourner et à régler cette problématique-là. Alors, là-dessus, je suis assez près de l'interprétation qui a été mise de l'avant par la juge Savard, c'est-à-dire que l'exception qui a été ouverte dans l'arrêt Devine
implique que la pondération entre les droits auxquels il y a eu une violation concomitante, bien, ça ne concerne que cette violation concomitante-là, pour être cohérent avec la portée de l'arrêt Ford, en fait, qui dit que 9.1 ne peut pas s'appliquer pour d'autres types de violations que ceux qui surviennent aux articles 1 à 9 de la Charte québécoise. Bien, par la force des choses, en fait, il est incohérent de dire que je peux me servir de 9.1 pour pondérer une atteinte au droit à l'égalité, puisque 9.1 ne s'applique pas au droit à l'égalité. Vous me suivez? Là où ça devient, à mon sens, plus problématique, et c'est là où ça me semble donner de la force à l'argumentaire de la juge Savard, c'est que quand on va se livrer à l'exercice de pondération en vertu de 9.1, on va faire une adéquation entre la violation du droit à la dignité de Jérémy Gabriel et l'atteinte au droit à l'égalité. Et donc, on va tout mettre ensemble, en fait, quand on va faire la pondération et quand on va considérer les arguments fondés sur la liberté d'expression artistique de Mike Ward. Et ça me semble laisser entendre que le cœur du litige ici, c'était l'atteinte à la dignité humaine de Jérémy Gabriel, beaucoup plus que l'atteinte au droit à l'égalité de Jérémy Gabriel. Et là où ça ressort avec encore plus de force, et là, moi, je m'inscris en faux par rapport à l'analyse de la juge Savard, c'est quand on se demande s'il y a eu distinction entre deux groupes de personnes. Est-ce que les propos, ils étaient discriminatoires? Est-ce que le fait de faire des blagues, entre guillemets, sur Jérémy Gabriel et y aller aller très, très loin, là, je comprends que c'est le branding, en fait, pour parler comme Michel Bergeron là, de Mike Ward, mais il est allé très, très loin sur la base du handicap, en assimilant son handicap avec le fait qu'il était laid, que finalement, il n'est pas tuable, il ne peut pas mourir. On allait très, très loin dans les propos. Et donc, dans un contexte comme celui-là, la juge Savard, elle allègue le fait qu'il n'y a pas de différence de traitement. Elle va acheter l'argument qui a été avancé par Mike Ward en appel en disant que la raison pour laquelle l'humoriste a choisi Jérémy Gabriel et les personnes dont il parle dans son spectacle qui s'intitule Les Intouchables, c'est parce que c'est une personnalité publique. Et pour la juge Savard, le statut de personnalité publique de Jérémy Gabriel se confond avec son handicap. C'est-à-dire qu'il est en raison de son handicap qu'il est devenu une personnalité publique. Et donc, dans une situation comme celle-là, pour la juge Savard, il n'y a pas de différence de traitement, les propos ne sont pas discriminatoires. Je comprends rationnellement l'analyse. À mon sens, le fardeau de preuve qui est exigé pour une preuve de violation au droit à l'égalité dans l'état actuel du droit québécois, pour tous les litiges, pas uniquement pour ceux qui concernent la diffamation discriminatoire, aurait permis de parler d'une différence de traitement, en fait, surtout depuis l'arrêt Whitler, où on n'a pas besoin de se livrer à un exercice là, très, très fastidieux là, et de trouver un groupe de comparaison avec les mêmes caractéristiques. Maintenant, la jurisprudence, qu'est-ce qu'elle exige? Elle exige une différence de traitement préjudiciable et de faire la preuve qu'il y a un lien entre notre appartenance à un groupe protégé par le droit à l'égalité et le préjudice dont on a été victime. Donc, avec cette lecture-là de la grille d'analyse qui est nécessaire pour faire une preuve de la violation à l'article 10, il me semble que la juge Savard est allée un peu trop loin en disant que les propos n'étaient pas en violation du droit à l'égalité. De l'autre côté, par contre, là où il me semble qu'elle a raison, c'est quand elle critique les juges majoritaires sur la confusion entre la violation qui implique et qui doit n'impliquer que le droit à l'égalité, puisque c'est le champ de compétence de la Commission des droits de la personne, et l'atteinte au droit à la dignité. Et donc, là, on tombe davantage dans tout ce qui relève de la diffamation du jeune Jérémy Gabriel. Alors ça, c'est les trois grands éléments là, qui m'apparaissent structurés et expliquer pourquoi est-ce que la juge Savard s'est distinguée, en fait, des juges majoritaires dans l'affaire Ward contre Gabriel. Et ces éléments-là me semblent soulever des questions suffisamment importantes, on verra bien sûr, là, pour que la Cour suprême du Canada s'en saisisse, alors que là, il y a une demande formelle d'autorisation d'en appeler qui a été déposée au cours des dernières semaines, justement, par Mike Ward.